Alors, salut YouTube. Alors, aujourd'hui une vidéo très importante, une vidéo extrêmement importante. Donc, si vous êtes juif, cette vidéo vous concerne en premier chef. Et si vous n'êtes pas juif, aussi. Cette vidéo a pour but de démonter une bonne fois pour toutes, mais vraiment de façon magistrale, pourquoi il est absolument considérable de faire la distinction fondamentale entre juifs et sionistes, qui sont deux choses radicalement différentes. Il faut supprimer, détruire, annihiler cette arnaque intellectuelle qui est l'accusation fallacieuse d'antisémitisme. Il faut pouvoir dire les termes. Bibi Netanyahu est un criminel de guerre. Il est pire qu'Adolphe. D'accord? Et ceci se base non pas sur une opinion personnelle, la personne que vous voyez à l'écran, c'est Ronnie Broman. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo de LQDP, je crois que c'est Le Quotidien du Peuple. Vous pouvez trouver, parce que ça c'est un extrait de la vidéo entière qui était sur la chaîne de Pascal Boniface. Vous pouvez voir aussi d'autres interviews de Ronnie Broman sur le média Elucide, qui est un très bon média que je recommande. Mais surtout, ce qui va être plus intéressant, c'est qu'on va aller voir qui est Ronnie Broman. D'accord? Donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là, vous pouvez les trouver très facilement. Et voilà, donc on voit sa page Wikipédia, donc on est sur Wikipédia, on n'est pas sur Composphère, etc. Ronnie Broman, il est né en 1950 à Jérusalem. Et vous allez voir pour les propos qu'il tient, alors que cette personne-là donc est juive et est née en Israël, d'accord? Donc je veux dire, on ne peut pas l'accuser d'antisémitisme ou je ne sais quoi, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc l'idée ici, c'est de détruire les illogismes. Parce qu'en fait, il y a une arnaque intellectuelle qui se produit particulièrement en France, en Occident en général, mais en France en particulier, c'est qu'on empêche les gens de penser. On les met en prison mentale. Non, il faut arrêter les conneries, les gens. Il faut arrêter les conneries. On peut tout à fait être juif, avoir plein d'amis juifs, et aimer les juifs en général, et être ultra critique de ce qui se passe en Israël, et de dénoncer cet État qui est un État voyou qui doit être sanctionné. C'est un État voyou qui doit être sanctionné. C'est exactement comme l'Afrique du Sud quand il y avait l'apartheid. C'est pareil. C'est pareil. D'accord? Donc il faut dire les choses. Et donc Ronnie Broman, qui c'est pas le guignolo du coin. Il est né en 1950 à Jérusalem, donc c'est un homme d'un âge vénérable, d'accord, donc il mérite le respect déjà à ce titre. Ensuite, c'est un médecin, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait, enfin c'est un ancien médecin évidemment, hein, il est à la retraite, il a 75 ans, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dédié une grande partie de sa vie, une partie significative de sa vie pour aider les gens. Donc c'est pas parce que souvent on va présenter ouais les gens de gauche c'est des sales gauchistes, c'est des méchants, etc. D'autant plus qu'en ce moment qu'il y a eu le meurtre de Charlie Kirk, il y a tout un tas de gens qui vont vous dire, notamment Victor Ferrir, tu es un abruti, tu es pire qu'un abruti, tu es nuisible pour euh, pour la francophonie, en fait, pour tous les gens qui peuvent entendre ton discours. Tu fais le mariole, je fais le discours pour débunker les gauchistes, etc. Mais tu es un pitre, et tu fais la manche. Victor Ferry, tu es un pitre. Victor Ferrir, tu es un petit client de Jean-Marie Corda, d'accord, le petit toutou à Jean-Marie Corda. Voilà ce que tu es, Victor Ferrir. Bref, quand Victor Ferrier vous dit que LFI c'est des antisémites, etc., c'est factuellement faux. C'est factuellement faux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Ronnie Broman est un sympathisant de LFI. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a de l'illogisme absolu. La polarisation et de la débilité mentale. La polarisation, ce que fait Victor Ferrier, hein, par exemple, c'est du même genre que psychodélique. Hein. D'ailleurs, Victor Ferrier, qui avait un doctorat, donc qui était quelqu'un qui, à la base, avait un QI probablement à 3 chiffres, mais qui, à force de consommer du contenu de basse qualité, est devenu un individu à un QI à 2 chiffres. Ou en tout cas, qui fait semblant, peut-être, d'être un individu à QI à 2 chiffres pour attirer des collégiens. Victor Ferrier, tu devrais avoir honte. Honte sur toi, Victor Ferrier. Tu es un cancer francophone. Tu as détruit et tu es en train de contribuer à détruire la capacité intellectuelle des individus en France et en francophonie en général. Tu es une imposture, tu es une fraude, Victor Ferrer. Tu es un petit gars, tu es une fraude. Tu t'es fait dominer par un nain de jardin, Jean-Marie Corda. Non mais franchement, j'aurais honte à ta place.
Donc, revenons à des gens de qualité. Donc, Ronnie Broman, qui a dédié une partie de sa vie, une partie significative de sa vie, pour aider les gens. Donc, c'est pas quelqu'un qui a le cœur rempli de haine, etc. Parce que quand on vous dit antisioniste, ça vous fait anti. Ah oui, ce sont les passions tristes, ce sont des gens négatifs, etc. Non, non, regardez-moi sa tête. Il n'a pas la tête de quelqu'un qui a la haine ou quoi que ce soit. C'est tout le contraire. D'accord? C'est quelqu'un qui a œuvré pour aider son prochain, par l'amour de son prochain, l'amour humain. D'accord? Donc, je veux dire, on peut rien lui reprocher dans le sens où il a fait le travail de médecin, d'accord, donc de soigner les gens, et en plus, c'est lui qui a participé à l'association Médecins sans frontières. Donc, c'est-à-dire que non seulement il a fait son travail d'aider les gens proches de lui, mais en plus, il a voyagé à travers le monde pour aller aider les gens. Et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est que Médecins sans frontières, où est-ce qu'ils ont œuvré, et où est-ce qu'ils continuent d'œuvrer d'ailleurs, ben, c'est précisément dans les zones de conflit. Tous les gens qui vous disent ouais, no Jews, no news, etc., qui font ouais, ouais, pourquoi vous parlez que de ce conflit-là, etc. Mais parce que Ronnie Broman, précisément dans cette interview, il vous dit que, pardon, c'est pas ici, c'est ici, que tous les gens qui sont rodés, ces Médecins sans frontières, c'est-à-dire qui sont sur toutes les zones, qui sont au Soudan, qui sont au Darfour, qui sont au Congo, qui sont dans tous les conflits en Ukraine, etc., dans tous les endroits du monde où c'est super violent depuis des décennies et des décennies, ils vous disent qu'on n'a jamais vu un conflit aussi violent contre les civils. Il y a une statistique, c'est 80% des morts à Gaza sont des civils. C'est du jamais vu. C'est pour ça que tout le monde en parle. C'est pas parce que ce sont des juifs, c'est parce que c'est totalement, purement injuste. C'est illégal, c'est injuste, c'est immoral, c'est condamnable à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est documenté. Donc les gens qui soutiennent ça, ce sont des gens qui ont perdu leur humanité. Et c'est factuel. C'est factuel. Et quand vous avez des BHL qui vous sortent ouais, alors pourquoi vous ne parlez pas du Darfour, etc. Mais ferme ta gueule. Qui vont comparer, parce que les gens de mauvaise foi, et c'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec les chiffres, ils vont vous dire ouais, il y a plus de morts au Soudan. Ben oui, c'est normal. Au Soudan, il y a 50 millions d'habitants. À Gaza, il y a 2 millions d'habitants. Donc c'est évident qu'en valeur absolue, il y aura plus de morts au Soudan qu'à Gaza. Mais en proportion de la population, et c'est ça le truc qui est important, c'est en proportion. C'est comme si vous comparez le nombre de naissances en France et le nombre de naissances en Chine. Ça n'a absolument aucun sens. Si vous voulez savoir si la natalité elle est en croissance en Chine par rapport à la France, il faut comparer la proportion et non pas le nombre absolu. Ben là c'est pareil, il faut comparer la proportion du nombre de morts civiles par rapport à la population. C'est ça qu'il faut regarder, d'accord? Donc Ronnie Broman, c'est quelqu'un qui œuvre et qui a œuvré pour la vie, d'accord? C'est quelqu'un qui c'est pour l'amour de la vie, l'amour de l'humanité, pour soigner, pour aider les gens, d'accord? Voilà, donc il est né à Jérusalem, il a fait des études de médecine, il est devenu médecin français spécialisé dans les pathologies tropicales et il est principalement connu pour son rôle dans l'humanitaire, en particulier pour avoir dirigé les équipes médicales de l'association Médecins sans frontières, d'accord, de 1982 à 1994, pendant 12 ans, d'accord. Et il est resté proche de ça, c'est-à-dire que certes il a arrêté d'être je sais pas, peut-être le dirigeant ou le président ou que sais-je, mais jusqu'à très récemment, d'ailleurs même dans l'interview, il explique qu'il a toujours des très bons contacts avec les gens de Médecins sans frontières. Et c'est assez hallucinant parce que vous allez le voir ça fait des décennies qu'on le voyait partout sur les plateaux télé. À partir du moment où il a commencé à dire, après le 7 octobre, non mais les gars, ok, le 7 octobre c'est tragique, il y a des civils qui sont morts, etc. Mais là, ce qui se passe à Gaza, ça avait commencé avant le 7 octobre et ça se poursuit après le 7 octobre. À partir du moment où il a mis en parallèle Netanyahou avec le Hamas, il a été blacklisté de tous les médias. Vous vous rendez compte? Donc ses grands-parents sont juifs d'origine polonaise. Donc si lui il est né en 1950, imaginez bien que ses parents et ses grands-parents, ben, ils ont vécu la Shoah dans leur chair. D'accord? Donc, c'est pas un mec qui fait la haine de soi ou je sais pas quoi. La mémoire, hein, les pages les plus sombres de l'histoire, il les connaît. Il les connaît dans sa chair familiale. Donc à un moment donné, il faut arrêter de conneries. Il faut arrêter de dire des conneries. Donc ses parents, ils parlent le yiddish, etc. Son père, Jean Broman, un courtier en assurance, fut un résistant. Résistant. Et vous entendez ça? Résistant et militantationniste. On rend compte, cette personne-là est antisioniste alors que son père était sioniste. Donc c'est-à-dire que s'il y a une personne sur cette planète qui connaît le mieux la situation concrète, puisque je vous rappelle, il est né en Israël, d'accord? Donc on ne peut pas vous dire oui, mais c'est un mec planqué à Paris. Non, non, c'est pas Finkielkraut. Il n'est pas planqué à Paris. C'est pas Éric Zemmour. C'est un mec qui est sur le terrain, qui est né sur le terrain, d'accord? Qui s'est installé avec sa famille en Israël dès la création de cet État. Oui, puisque je rappelle que l'Israël s'était créé en 1948, lui est né en 1950, donc il était dans les balbutiements de l'État.
Et je rappelle, contrairement à ce que beaucoup de gens disent et pensent, ou simplement parce qu'il y a plein de gens qui l'ignorent, qu'à la base, Israël était soutenu par l'URSS. Oui, les premiers, avant que les Américains ne soutiennent Israël, c'était les Soviétiques. Israël, à la base, était soutenu par les Soviétiques. Il y avait ce qu'on appelle les kibbutz. Les kibbutz, c'était justement des gauchistes, des communistes. Et oui, Israël a été construit par des communistes, à la base. C'est important de comprendre ça. Euh, voilà, donc ses parents sont installés là-bas donc à sa création, et lui donc à 5 ans, donc en 1955, il part vivre avec sa mère en France. Donc il a vécu 5 ans en Israël et ensuite il s'est barré. Vous imaginez bien que s'il a sa famille là-bas, donc il a dû faire plusieurs séjours. Donc Ronnie Borman est le père de deux enfants, Guillaume et Sarah. Il est le cousin du cinéaste Eyal Sivan, dont j'avais déjà parlé dans la chaîne à un moment donné, où je faisais pas mal de vidéos sur les juifs antisionistes pour montrer qu'il y a plein de juifs antisionistes, mais il faut faire de temps en temps des piqûres de rappel parce qu'il y a tout un tas de guignols comme Victor Ferrir qui vont vous raconter des imbécilités, des âneries et surtout des mensonges, parce que c'est pas le fait d'être bête, c'est le fait de mentir. Victor Ferrir est un menteur, d'accord, comme beaucoup de gens sur ce sujet. Voilà, donc les hasards de la sectorisation font qu'il effectue sa scolarité au lycée Lacanal, où il perçoit un écart entre sa famille et celle des autres élèves, mais il trouve dans la politique un moyen de dépasser ces différences. Alors je ne sais pas ce qu'il a de particulier le lycée Lacanal, si ce n'est que c'est un lycée d'excellence. Alors oui, c'est d'accord, ok. Établissement d'enseignement secondaire supérieur au Sceaux. Donc c'est l'un des endroits les plus riches de France, hein, le département de Sceaux. Il y a vraiment les gens parmi les plus riches de France. Dans le sillage du leader local André Lotte, qu'il retrouvera dans la gauche prolétarienne, il milite très jeune contre le mouvement d'extrême droite Occident, qui a implanté un groupe nombreux de militants actifs dans son propre lycée. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que c'est pour ça que maintenant je ne comprenais pas pourquoi il disait le hasard de la sectorisation. Il s'est retrouvé dans un fief de l'extrême droite, alors que c'était un gauchiste. Quand Victor Ferrir vous dit ouais les gauchistes sont des gens qui sont pas intelligents, et je suis pas en train de vous convaincre d'être gauchiste, hein. Moi je suis sorti de la politique, je ne suis ni à gauche ni à droite, etc. Mais je vous dis là c'est factuel que Victor Ferrir est un guignol. Victor Ferrir est un QI négatif quand il dit ça. Victor Ferrir ne tiendrait pas une seconde en débat contre quelqu'un comme Ronnie Borman. Parce que tout simplement Victor Ferrir n'a aucun vécu, aucune pensée construite par rapport à ces sujets. Voilà. La preuve en est, c'est que Victor Ferrir, il n'arrête pas de lécher le cul de Sarah Knafo. Donc quand on en est là, c'est le niveau zéro de l'intelligence. Voilà, bon, il milite contre la guerre au Vietnam, il rejoint la fédération anarchiste, etc. Alors, il y en a qui diront oui, mais quand on est gauchiste à 20 ans, c'est normal. Qui n'a pas de cœur, enfin, qui n'est pas gauchiste à 20 ans n'a pas de cœur, et qui est gauchiste à 40 ans n'a pas de cerveau, ou un truc comme ça. Donc, on va voir l'évolution. Moi, franchement, je dis bien malin celui qui pourrait se permettre de se prétendre être plus intelligent que Ronnie Borman. Voilà, donc il obtient le baccalauréat, puis ayant toujours voulu devenir médecin, il fait des études de médecine. Je rappelle que médecine, en plus à l'époque, c'était pas le concours de Guignol. De toute façon, même maintenant, c'est pas un concours de Guignol. Le concours de médecine, c'est très très actif. Voilà. Séduit par les slogans de mai 68, il participe au saccage de la Bourse de Paris, mais reconnaît avoir été impressionné par la contre-manifestation gaulliste, puis il part en Yougoslavie. Lors de l'année 68-69, il devient maoïste dans le mouvement gauche prolétarienne, alors à l'âge de 18 ans, le jour où son journal La Cause du Peuple a fait disparaître Staline de son logo. Il ne le quitte qu'à l'âge de 22 ans, après avoir été quasi permanent. Alors, ici d'une famille où personne n'avait fait d'études, il est indisposé par les discours élitistes des dirigeants de la gauche prolétarienne parlant de détruire l'université, et préfère s'investir, engagé dans le service d'ordre, où il prend de l'assurance et du galon en effectuant 10 heures de karaté par semaine dans un club politique où est enseignée la bagarre de rue avec un professeur japonais nationaliste d'extrême droite qui entraîne à se bagarrer dans des bistrots et la rue, mais il a du mal à frapper sans retenir ses coups.
Alors là, c'est magnifique parce que très souvent on va vous dire ouais les gauchistes, homme soja, c'est des fragiles, etc. Bon là vous avez la preuve manifeste que il sait ce que c'est le terrain et il sait ce que c'est aussi la confrontation idéologique d'être minoritaire dans un terrain qui est dominé par les idées de l'adversaire. Je connaissais pas ça, je découvre sa page Wikipédia. Moi je connaissais juste qu'il était Médecins sans frontières. C'est vrai que bah, quand on le voit physiquement, il a une carrure, ça se voit que c'est un homme fort. Bon, ben là, on a la preuve que c'est factuel. Donc, c'est l'antithèse de l'homme soja, tu vois. Voilà, voilà. Lors des dispersions de manifestations, il prenait régulièrement un coup de matraque ou quelques coups de pied dans les côtes, car il se faisait attraper. Alors qu'entre 68 et 72, environ 1000 gépistes passent en prison. Parmi les plus radicaux, il rejoint ces troupes de choc qui mènent, comme celle de la Ligue communiste, des actions à d'éclat comme planter le drapeau palestinien sur l'ambassade de Jordanie à Paris pour protester contre l'attitude de l'armée jordanienne contre les Palestiniens de septembre 70 à 71. Donc c'est pas un mec qui s'est réveillé le jour du 7 octobre. Encore une fois. Ou déloger une milice patronale à Poissy où elle est dirigée par Jean-Gilles Maliarakis, cofondateur de l'Ordre Nouveau, à la mutualité en 1970. Donc bon, bah c'est quelqu'un, on va dire les choses, c'est quelqu'un de couillu. C'est quelqu'un de couillu. Et c'est assez intéressant parce que c'est là qu'on voit la maturité avec l'âge. Parce que quand on entend parler sur les plateaux, c'est quelqu'un qui est toujours extrêmement calme. Je n'ai jamais vu Ronnie Broman s'énerver, faire quelconque acte de violence. C'est là qu'on voit les vrais. Les gens qui maîtrisent, les gens qui connaissent justement la violence. Il s'est pris des coups de matraque, il a été dans la bagarre de rue, il sait ce que c'est la vraie violence. Et donc du coup, quand il parle, c'est toujours avec une voix très apaisante, très rassurante, très calme, et toujours avec un déroulé logique. Il utilise la logique, la force de l'argumentation. Franchement, plus je lis sa page, plus j'augmente le respect que j'ai pour cette personne très intelligente et qui est toujours en contact du réel. Voilà, donc bon, on va avancer un petit peu. Après avoir été arrêté par la police, lors de l'attaque commando du 2 mai 1969 du GUD à l'intérieur du lycée Louis le Grand avec Roger Macha et relâché. Donnant coup de poing et coup de bâton, il regrettera ensuite avoir participé à la sortie des usines de Renault-Billancourt, à un passage à tabac de petits cadres à coups de manches de pioche, et se souvient d'avoir refusé de participer à l'assassinat d'un policier infiltré réclamé par Alain Guesman, dirigeant de la gauche prolétarienne. Bon, là on voit que malheureusement, et ça, moi je vous dis, ici on est sur la chaîne à la recherche de la vérité, donc quand les choses elles vont dans le sens qu'on pourrait considérer comme étant le bon sens, ben, on le dit. Quand les choses elles vont dans le sens qui n'est pas le bon sens, on le dit aussi. Et ça, donc on voit que l'assassinat de Charlie Kirk, ce n'est pas que la violence à gauche, comme la violence à droite, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'accord? Quand il découvre l'existence de Médecins sans frontières, donc moi je croyais que c'est lui qui l'avait fondé, non c'est pas lui qui l'a fondé, il l'a rejoint, il était encore militant et la médecine de ce type lui semble surtout un amusement de petits bourgeois. Donc vous voyez aussi l'évolution. Là il était jeune fougueux, il a un peu plein de testostérone, il avait besoin de castagne, etc., de contact, ben, il a changé. Forcé de constater qu'il a changé. D'accord? Donc, carrière, première mission. Ronnie Brown se présente à Médecins sans frontières pour aller au Liban. Je rappelle que là on vous dit Israël a bombardé le Liban, etc. Dans les années 80, c'était déjà la guerre au Liban. Et on a dit qu'il était à Médecins sans frontières entre 82 et 1994. Il me semble que la guerre au Liban c'était en 82 justement. Donc il était au moment du conflit. Donc il est accueilli par Xavier Emmanueli, qu'il a connu dans ses années militantes lorsqu'il était à l'hôpital Cochin, et celui-ci refuse par 2 fois des missions en 1975 et 1978 en raison de son allure de gauchiste, mais sans le lui dire. Il devient alors en 1976 médecin de bord sur un navire câblier, poseur de câbles téléphoniques sous-marins le long de la côte occidentale de l'Afrique. Ah tiens, ça me fait penser que c'est quelque chose qui est très peu connu, mais savoir que la France est probablement, je crois, alors peut-être pas le plus au monde, mais en tout cas au pire, c'est le deuxième plus grand poseur de câbles sous-marins. Et notamment, pourquoi c'est important? Parce que tout le monde croit le cloud, c'est les nuages, etc. Non, 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 non. Internet, il faut bien des câbles physiques pour pouvoir
faire communiquer les informations par le réseau. Et en fait, tout l'accès à Internet par tout le continent africain, c'est absolument énorme. Les Américains doivent négocier avec les Français quand ils veulent accéder à ce genre de- d'infrastructures. Parce que ce sont les Français qui ont posé tous ces câbles sous-marins pour connecter l'Afrique à Internet. D'accord? C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On aime bien se flageller, dire ouais, pendant que les Français faisaient le Minitel, les Américains ils ont fait Internet. Ouais, les Américains ils ont fait Internet, le réseau de base, mais la connexion véritablement, en tout cas d'une grosse partie du monde, ben, ce sont les Français qui l'ont fait. Voilà. Euh, voilà, puis il part au Bénin, voilà. Chef de médecin d'un hôpital de Brousse catholique, blablabla. Voilà, expérience fondatrice. Après, il part au Cambodge. Non, il dit un truc Cambodge année zéro qui raconte le désastre des Khmers rouges. Donc, les Khmers rouges, c'était des communistes. Donc, des massacres de communistes. Enfin, des massacres perpétrés par des communistes, c'est ça que je veux dire. Alors, à son retour en France, il voit une annonce de Médecins Sans Frontières qui cherche à recruter deux médecins pour la Thaïlande, qui accueille précisément des rescapés du désastre des Khmers rouges. Euh, Claude Maluré, qu'il a aussi connu étudiant et qui avait fait carrément son passage à droite. Donc Claude Maluré, hein, c'était son pote. Et Emmanueli, cette fois, le recrute, alors qu'il n'est plus du tout communiste ni militant. Il obtient ainsi sa première mission de 3 mois. Et par après avoir été réformé du service militaire au bout de seulement un mois de classe. Voilà, il est chargé par le Haut Commissariat aux réfugiés de la Terre des Hommes de monter un hôpital dans un camp de réfugiés à la frontière cambodgienne. C'est l'année où Bernard Kouchner engage le nom de MSF sur l'opération humanitaire Île de Lumière. Blablabla, blablabla. Voilà, il devient le premier médecin permanent de MSF, à 5000 francs par mois. Oh, on rendez compte, 5000 francs par mois, c'est rien à l'heure d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas combien ça valait à l'époque, mais si on fait la conversion, 5000 francs, ça fait moins que 1000 euros. Ça fait moins que 1000 euros. Alors j'espère que le franc de l'époque était quand même plus puissant, mais vous imaginez, moins de 1000 euros pour un médecin, c'est rien du tout. Alors après, encore une fois, je ne sais pas à cette époque-là combien ça valait, hein, donc faudrait ajuster avec l'inflation, mais ça paraît petit. Mais à l'époque, on pouvait faire beaucoup plus avec des francs, hein, donc je ne sais pas. Bon bref, il est amené à bouger énormément, 3 semaines ici, 2 mois là, dans la plupart des camps de réfugiés dans le monde, notamment en Érythrée, pour les réfugiés éthiopiens du Soudan, au Pakistan, pour des réfugiés afghans, au Honduras, pour des réfugiés du Nicaragua et du Salvador. Salvador de l'époque, c'était extrêmement violent, hein. Le Salvador, avant l'arrivée de Nayib Bukele, c'était le pays le plus dangereux d'Amérique latine, hein. Donc la violence, il l'a vu sur le terrain. Mais aussi en Thaïlande, à Djibouti, en Indonésie, au Cambodge, au Rwanda. Au Rwanda, dans ces époques-là, le génocide du Rwanda, c'était 93, 94, 95, hein, ces années-là. Donc à une époque où 90% des réfugiés fuyaient les régimes communistes. Et la plupart des guérillas menaient des combats d'émancipation anticommunistes, car l'expansion soviétique dans le tiers-monde est la plus rapide. Après le Cambodge, il estime que le régime demandait de l'aide pour les victimes d'une famine inexistante, mais à laquelle tout le monde croyait. En 1980, il intervient au Tchad, en guerre, puis se rend en Ouganda, qui était alors touché par une guerre et une famine. Ces missions lui font prendre conscience de la nécessité pour une ONG de disposer de capacités d'expertise et d'action autonomes. Président de Médecins Sans Frontières France. Donc, président de Médecins Sans Frontières France de 1982 à 1994, Ronnie Broman continue à exercer. Donc, c'est pas juste il s'est planqué président, non, il est sur le terrain. Il est élu 4 ans après la mission de MSF qui a vu la plupart des fondateurs quitter l'association derrière Bernard Kouchner pour fonder Médecins du Monde, tandis que Claude Malhury était président. Bon, blablabla. Lors de la famine 84-85 en Éthiopie, un collectif d'artistes donne naissance en France à l'association Chanteurs sans frontières. Ronnie Broman observe que les secours humanitaires renforcent la politique de déplacement forcé du gouvernement éthiopien. Grâce à des enquêtes menées par des ONG dans les camps de réfugiés du Soudan et de Somalie, pays voisins, avec une véritable chirurgie sociale, avec découlakisation, collectivisation accélérée des terres.
Ronnie Moran appelle les organisations humanitaires et les donateurs occidentaux à suspendre leur action, estimant faire face à une campagne de désinformation. Effectuant à cette occasion son apprentissage du débat public en pleine guerre froide, Ronnie Moran déplore qu'au lieu de dénoncer cette situation, le chanteur Bob Geldof, animateur de Band Aid, ait mis son talent et son énergie à défendre le régime éthiopien, et se sent tout à fait en phase avec les ténors de l'antitotalitarisme et de l'antitiers-mondisme, BHL et Buchner en particulier, avec qui ces relations se dégraderont ensuite. Voilà, blablabla, prison créée Liberté sans frontières, destinée à donner à l'humanitaire une structure intellectuelle, une culture qui échappe au tiers-mondisme. À la suite de toute une série de réflexions personnelles sur l'humanitaire et ses rapports avec le pouvoir, qui convergent vers l'idée du lien fondamental entre l'autonomie de la société civile, le mouvement de la démocratisation et le développement économique. Alors, après la présidence de MSF, il est professeur associé à l'Institut d'études politiques de Paris, de 1994 à 1997, participe aux travaux du CRASH, le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Ok. Alors, en 1999, il est co-réalisateur avec son cousin, le cinéaste israélien Eyal Sivan, du documentaire Un spécialiste portrait d'un criminel moderne, sur le procès d'Adolf Eichmann. Conflit israélo-palestinien, voilà. Donc, ce qui nous intéresse. Il signe en avril 2002 un texte collectif publié dans Le Monde. Soutenir Israël, point d'interrogation, pas en notre nom. Voilà. Déjà en 2002, donc c'est pas un mec qui s'est réveillé maintenant. C'est un mec qui était conscient. Et encore une fois, on a vu, il était partout, sur tous les théâtres, etc. En critiquant le soutien inconditionnel apporté par le CRIF. Donc déjà en 2002, il critiquait le soutien inconditionnel apporté par le CRIF. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que 23 ans plus tard, ça n'a pas trop changé, puisqu'on a la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui se permettait de toujours apporter un soutien inconditionnel à cet État génocidaire. Vous vous rendez compte? En 2002, déjà, il le disait, non, non, pas en notre nom. Donc il faisait la distinction claire entre les juifs et les sionistes. Et je rappelle encore une fois que son père était sioniste. Il parlait déjà de la répression dans les territoires palestiniens occupés. Donc on était bien avant le 7 octobre. Il participe pendant la seconde intifada, donc de 2000 à 2005, et dans le contexte de l'intervention anglo-américaine en Irak, je rappelle c'était en 2003, à de nombreux débats publics en confrontation avec les intellectuels néoconservateurs français soutenant Israël et les États-Unis. Bon après, ils ont fait quand même un fast-forward, enfin un avance rapide énorme, hein, puisqu'ils sont passés de 2002 à 2024. Or, il n'a jamais bougé par rapport à ça. En 2024, dans le contexte de la guerre à Gaza, il appelle la France et l'Europe à reconnaître la Palestine comme État souverain. Donc pour tous les gens qui disent Free Palestine ou création d'un État palestinien, c'est faire le jeu du Hamas, etc. Non les gens, arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. Le 30 octobre 2024, il co-signe avec plusieurs autres personnalités comme Noël Mamère une tribune publiée. Noël Mamère, c'est les écolos, hein, je rappelle. Noël Mamère, né le 25 décembre 1948 à Libourne, en Gironde, est un ancien journaliste et homme politique français partisan d'une écologie politique. C'est les Verts, Mamère. Une tribune publiée dans Le Monde qui dénonce une politique de deux poids deux mesures menée par les Occidentaux dans leur traitement de la guerre en Ukraine, d'une part, et celui des autres guerres dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban, d'autre part. Appel contre les frappes israéliennes au Liban dès 2006. Il signe en août 2006 un appel contre les frappes israéliennes au Liban. Donc comme je vous le disais, ça date pas d'hier. Les frappes au Liban ne dépendent pas du 7 octobre. Il y a quasiment 20 ans, c'était déjà le cas. Et c'était même pas la première fois, puisqu'il y a eu la guerre du Liban dans les années 80. Donc quand je vous dis que quand les gens disent que Israël est un État voyou, un État criminel, ça fait des décennies, ça fait quasiment depuis son existence que c'est comme ça. Ce sont eux, les criminels, ce sont eux qui sont agressifs. Ce sont eux
qui font la guerre. Ils ne se défendent pas, ils agressent leurs voisins. Il déclare en novembre 2006 dans l'émission Salut les Terriens, donc animée par Ardisson, à propos de la création de l'État d'Israël en 1948, je pense que si j'avais été à l'époque en situation de prononcer un jugement, je ne crois pas que j'aurais été favorable à la création de l'État d'Israël. Donc pour tous les gens qui vous disent oui, renier l'existence de l'État d'Israël, c'est être antisémite, etc. Non, les gars, vous avez un descendant de déportés, de résistants et même de sionistes qui vous dit si j'avais été en âge de me prononcer, j'aurais été contre la création de cet État. C'est pour ça que Ronnie Broman est blacklisté, parce que personne ne peut contredire la légitimité de sa parole. Sur un plateau, il met tout le monde en PLS. Ce mec est intellectuellement supérieur à tous les guignolos que vous pouvez voir, que ce soit sur Internet ou sur les plateaux télé. Ce mec est physiquement très supérieur à la plupart d'entre eux. Ce mec a plus d'expérience de terrain que tous combinés. Et ce mec a son histoire personnelle et familiale qui est intimement liée. Donc c'est-à-dire que c'est l'une des personnes sur Terre qui a la meilleure connaissance de ce sujet. Donc à chaque fois que vous avez des guignolos, genre Simon Mousse ou je sais pas qui vont vous dire ouais, vous parlez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, fermez-la. Fermez-la. Juste fermez-la. Trouvez-moi quelqu'un qui est plus légitime que Ronnie Broman, et après, éventuellement, si vous en trouvez un, et ça n'existe pas, si vous en trouvez un, faisons un débat avec Ronnie Broman. Et moi, je vous mets mon billet sur Ronnie Broman qui va le laminer. Et c'est pour cette raison que personne n'invite Ronnie Broman, parce qu'ils savent très bien que c'est lui le patron. Et c'est pas le patron parce que c'est lui qui fait il fait pas le mariole. Il fait pas le mariole. C'est lui le patron parce que c'est lui qui dit la vérité, tout simplement. Parce que c'est lui qui fait parler la voix de la raison, de l'argumentation, de la logique et de la justice. BHL, il tient pas une seconde face à Broman. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez jamais de la vie, vous verrez BHL ne serait-ce que essayer de débattre avec lui. Idem avec Finkielkraut, idem avec Einthoven. Et oui, c'est pas parce qu'on va vous balancer du Einthoven, du Finkielkraut, etc., c'est-à-dire tout un tas de guignolos qui se trouvent, ils sont juifs, c'est vrai, d'accord, mais ils sont surtout, avant tout, sionistes. C'est ça le problème. La problématique, c'est qu'ils sont sionistes. C'est-à-dire, sioniste, c'est synonyme de menteur. C'est synonyme de affabulateur, de manipulateur de l'information. D'accord ? Alors, tsunami Asie du Sud-Est, en 2005, à la suite de la mobilisation exceptionnelle en faveur des victimes du tsunami, il soutient la position de MSF d'arrêter de collecter des fonds pour l'urgence, celle-ci étant révolue alors que les campagnes battaient leur plein. Le président MSF et lui sont les seuls à dénoncer publiquement ce qu'il estime être un traitement émotionnel trompeur. Ronnie Broman, alors membre du conseil d'administration de France Télévisions, critique la confusion, source de conflit d'intérêts entre information et mobilisation. Il proteste contre la mise en avant exclusive de la Fondation de France pour la récolte et la gestion primaire de fonds. Voilà, cet article, cette partie-là de l'article est très foireuse, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi il est contre ça. Opposition à l'intervention militaire en 2011. Eh oui. Pour tous les gens qui disent no Jews, no news, il y avait zéro Jews en Libye, d'accord ? En mars 2011, il s'oppose à l'intervention militaire en Libye, dans laquelle la France s'est engagée. Et oui, rappelez-vous, qui c'est qui a fait ça ? Alors, je veux dire, déjà même d'un point de vue de la forme, c'est-à-dire du protocole, Bernard-Henri Lévy a été nommé par personne. Il a été élu par personne. Ce mec est censé être un philosophe. Rappelez-vous qu'à l'époque, le président c'était Sarkozy, et le ministre des Affaires étrangères c'était, comment il s'appelle déjà, l'ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé. D'accord ? Donc, selon la loi française, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est censé s'occuper, comme son nom l'indique, des affaires étrangères. Et c'est cet abruti de BHL qui est allé voir Sarkozy dans son bureau pour lui dire qu'il faut aller faire la guerre en Libye. Pour les résultats que l'on connaît, je rappelle que depuis la mort de Kadhafi, c'est le robinet de l'immigration qui est ouvert et l'afflux massif d'immigration africaine sur les côtes européennes, d'accord ? Merci Sarkozy. C'est aussi, maintenant on le sait, il a été condamné, Sarkozy, il avait été financé par Kadhafi, donc en fait c'est des règlements de compte personnels. Donc voilà, c'est le retour de l'esclavage, bref, c'est le bordel absolu. Ces gens-là ont du sang sur les mains. Et Ronnie Broman, une nouvelle fois, il était du bon côté de l'histoire.
Ce qui me gêne dans cette opération, c'est qu'on prétend installer la démocratie et un état de droit avec des bombardiers. Je ne sais pas où cette idée a été puisée, mais ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de le faire, non seulement on a échoué, mais le remède qu'on prétendait apporter était pire que le mal, dans ce style notamment. Il met en doute la réalité des exactions évoquées pour justifier l'intervention armée. Oui, parce qu'il faut le savoir, c'est que sous la Libye de Kadhafi, certes, c'était peut-être un dictateur, comme par exemple Naïb Boukele, pour être considéré comme un dictateur au Salvador. Sauf que, comme pour Naïb Boukele actuellement, sous la Libye de Kadhafi, les gens, ils vivaient mieux. Les gens, ils avaient une éducation gratuite, ils avaient des soins de santé gratuits, d'accord. Et les gens, ils avaient à manger dans leur assiette. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Les gens vivaient beaucoup mieux à cette époque-là. Il s'est également opposé le 22 août 2012 sur France Inter à une opération militaire en Syrie. En revanche, le 29 août 2013, dans une interview publiée dans Le Monde, il se dit favorable à ce que les Occidentaux fassent des frappes ciblées en Syrie. Il explique pourquoi les attaques chimiques sont, selon lui, bien plus répréhensibles que la tuerie de masse pour le bombardement. Alors, le 16 janvier 2016, à l'antenne d'Europe 1, à propos d'un acte antisémite commis le 11 janvier 2016 à Marseille, au cours duquel un enseignant juif portant une kippa a été agressé à l'aide d'une machette par un adolescent de 16 ans, Ronnie Bourman assimile le port de la kippa à une affiliation politique et un signe d'allégeance à l'égard de la politique de l'État d'Israël. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, si vous dites ça, on va vous dire vous êtes antisémite. Pourtant, c'est factuel. C'est un signe distinctif religieux, c'est pareil que le voile, etc. C'est pareil. Le Canard enchaîné estime qu'à cette occasion, il avait franchi le mur du con. Il s'explique et s'excuse le 18 janvier sur Mediapart que sa formulation trop rapide. Il explique défendre le droit de toutes les personnes à porter des signes religieux qu'elles désirent dans l'espace public, pour les raisons personnelles qui leur appartiennent. Il dénonce par ailleurs l'assimilation entretenue par le CRIF, notamment entre judéité et soutien à la politique d'Israël, qui alimente l'antisémitisme. Voilà. Le 15 août 2016, Ronnie Bourman s'exprime dans le journal Libération pour dénoncer les dérives du tourisme humanitaire pratiqué par certaines sociétés commerciales. Voilà, voilà. Sur le dernier truc par rapport à cette affaire-là, cette citation a été sortie de son contexte. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le fait d'avoir des distinctions religieuses, c'est absolument pas une excuse ou une explication d'une quelconque agression. Moi, je condamne toutes les violences, hein, quelles qu'elles soient. Mais voilà, ça j'aime pas trop. Quand ça, les gens, ils essayent d'un petit peu de salir sa biographie. Est-ce qu'on a la source là? On va aller voir les explications parce que je trouve que c'est un petit peu suspect ce truc. Mais je crois qu'il y a un paywall. En tout cas, je sais pas, je peux pas scroller. Ouais, je peux pas scroller. Donc on a juste ça. Mais bon, ce qu'on peut lire quand même ici, c'est que Ronnie Bourman il dit entre le voile et la kippa, il y a 2 poids 2 mesures. Et ça, c'est la réalité. Et c'est ça la chose qui est importante. Ils lui sont tombés dessus parce que voilà, de toute façon, vous voyez bien comme ils font, hein, c'est la Gestapo, personne n'a le droit de parler, etc. Je parlerai dans une autre vidéo de Noam Chomsky, qui est aussi juif et qui a été persona non grata en France, hein. C'est quand même assez scandaleux. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, soyons très très clairs, quand je vous ai dit tout à l'heure, oui, c'est le boss et compagnie, évidemment, j'exagère un petit peu, comme tous les individus, il a fait des erreurs dans sa vie. D'ailleurs, si vous avez fait attention, et je vous invite à lire vous-même sa propre page, euh, il a, il a reconnu qu'il a fait des erreurs. Et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai perdu la page. Voilà. Et je pense que, ouais, on peut la trouver en anglais. Elle est peut-être, est-ce qu'elle sera plus, ouais, non, elle est beaucoup plus courte en anglais. Ouais, non. Donc ça reste là, ça reste.
ça reste sa page française la plus riche. Alors, juste avant de terminer cette vidéo, parce que là, c'était pas mentionné clairement qu'il était sympathisant à LFI, mais bon, en même temps, on a vu qu'il était quand même assez plutôt à gauche. On va mettre Albert Lévy, le média. Voilà, donc Albert Lévy, c'est la personne qui est là, donc avocat, d'accord. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui détruit tout à fait les accusations de Victor Ferrier et de tous les guignolos droitardés qui disent que les gens de LFI sont des antisémites, etc. Puisque Albert Lévy est l'avocat, justement, affilié à LFI. D'accord. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo, vous allez le voir. Voilà. Donc moi, l'idée, c'est pas de défendre LFI pour défendre LFI. Je suis ni à LFI, ni dans aucun parti ou quoi que ce soit. Moi, la seule chose que je défends, c'est la vérité. C'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, si j'ai dit un propos qui est faux et que vous avez une preuve, ben vous me le dites dans les commentaires. Et moi, ça m'intéresse. D'accord. Donc, que les choses soient très claires. Sur cette chaîne, je ne cherche pas à faire de la politique politicienne. Je ne vous invite pas à penser à gauche, penser à droite ou penser ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes absolument libre. Par contre, je vous interdis de propager des mensonges. Et je vous invite, si jamais vous considérez que j'ai dit des mensonges, à apporter des preuves. D'accord. Parce que moi, je veux bien me remettre en question à partir du moment où il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuves, si c'est juste parce que j'ai dit quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, ah ben ça, c'est votre problème. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Comprenez bien. Moi, ce qui m'énerve, c'est que en France aujourd'hui, c'est l'empire du mensonge. La réalité a été jetée par la fenêtre et les gens sont bâillonnés. Vous vous rendez compte que quelqu'un d'aussi légitime sur ces sujets que Rodim Roman, qui soit placardé, que personne ne l'invite sur les plateaux télé, mais c'est gravissime. C'est extrêmement grave. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses positions, c'est pas la question. Mais il faut discuter sur les faits à ce moment-là. Pas interdire les gens de parler. Vous vous rendez compte le nombre de scènes, le nombre d'émissions, le nombre de plateaux où on donne la parole à des gens mais qui n'ont même pas un dixième de son intelligence et surtout de sa légitimité, c'est extrêmement grave. C'est ça le truc. C'est extrêmement grave. Et quand vous avez des guignolos à la Victor Ferrier qui font leur beurre, littéralement leur beurre là-dessus, Victor Ferrier gagne de l'argent sur de la désinformation, sur de la propagande. Ça, c'est grave. Et ce qui est encore plus grave, et ça m'énerve, c'est que Victor Ferrier fait ça sous le couvert de Bitcoin, etc. Comme si Bitcoin était un truc d'extrême droite. Non. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc non. Non. Ça suffit. Les gens, il y en a marre de cet empire du mensonge. Il faut remettre la vérité au centre du discours. Il faut remettre le logos au centre du discours. Je suis pour la pluralité d'opinion, mais je suis pour la pluralité d'opinion à partir du moment où on respecte la vérité des faits. Voilà, donc, prenez soin de vous, et surtout prenez soin de votre intégrité physique et intellectuelle.